Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors c'est une tâche difficile pour moi ce soir que de vous introduire à un thème aussi important que la pensée sans le langage dans un temps très limité. Donc je vais être obligée de schématiser. D'autre part, je suis philosophe et cette question exigerait, pour obtenir une réponse parfaitement précise, le concours de très nombreux spécialistes. Vous verrez bientôt Alain Prochian qui pourra vous apprendre les bases génétiques de la pensée. En ce qui me concerne, je me contenterai de tenter de clarifier les problèmes pour vous et de vous exposer un peu comment, philosophe que je suis, en interaction avec des spécialistes de neurosciences et d'autres spécialistes de sciences cognitives, en particulier des éthologues, comment je vois la question de la représentation non langagière. Alors, cette question de la représentation non langagière, elle-même, peut vous paraître étrange. Et j'ai une petite anecdote, comme je viens de publier un bouquin qui s'appelle « Les animaux pensent-ils », on m'a parfois dit « mais enfin, quelle question stupide ! Les animaux ne peuvent pas penser. Par définition, un animal ne pense pas. » Là, évidemment, nous avons un problème de vocabulaire, mais derrière la notion de vocabulaire, il y a aussi le concept de pensée. Qu'est-ce que penser ? Nous avons toujours considéré que la pensée était le propre de l'homme, mais est-ce que nous avions raison d'affirmer cela? Voilà un petit peu la question que je vais poser avec vous ce soir. Alors, évidemment, si par définition on considère que penser c'est s'exprimer dans une langue pour échanger des idées ou pour raisonner, on est sûr d'ores et déjà que les animaux non langagiers ne penseront pas. Et ce serait sans intérêt, évidemment, de poser la question si on devait la restreindre de cette manière. Mais penser, même intuitivement, penser, c'est quelque chose de plus large que de raisonner avec des mots. Penser, c'est s'adapter aux circonstances en se servant de représentations. Alors bien entendu, l'un des buts de cette présentation ce soir, c'est de vous expliquer ce que c'est qu'une représentation. Pour le moment, disons que de l'information est extraite dans les interactions avec l'environnement, par le cerveau, ou par un système nerveux. Elle est stockée et elle est récupérée en mémoire pour agir plus efficacement. Donc nous avons là une définition de travail pour comprendre de quoi nous allons parler ce soir, cette notion de pensée qui n'est pas encore bien définie, puisque précisément nous cherchons à trouver les racines évolutionnistes de la pensée humaine. Nous sommes obligés d'élargir un petit peu le débat si nous voulons poser une vraie question. Penser est en tout cas la fonction de l'esprit et du cerveau qui en est le support anatomique. Alors ce qui nous permet aujourd'hui de poser la question, et vous allez me dire, mais enfin comment se fait-il que nous nous posons seulement aujourd'hui la question? Eh bien, pourquoi? En effet, vous savez, Descartes, nous avons parlé de dualisme tout à l'heure, Descartes était persuadé que les animaux ne pensaient pas. Pour lui, c'était des machines très bien faites, hyper spécialisées, mais qui ne pouvaient pas penser. Penser pour lui, c'était raisonner en utilisant le langage, le raisonnement fournissant l'universalité qui était requise pour accéder à la pensée. Mais les progrès des sciences cognitives nous révèlent tout autre chose. Ils nous révèlent que les animaux non humains traitent de l'information, la stockent, l'exploitent intelligemment, de manière flexible. Enfin, évidemment, pas tous les animaux, nous allons voir qu'il y a des catégories à déterminer, mais ils peuvent, dans une certaine mesure, s'orienter dans leur environnement en formant des représentations. Donc, rappelons-nous, pour clarifier conceptuellement les choses, que par définition, avoir un esprit, c'est pouvoir former et utiliser des représentations. Dans la définition qu'en donne David Lewis, l'esprit est un organe de représentation. Alors, évidemment, j'ai parlé de représentation, maintenant il convient de définir ce terme. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'on entend par représentation une notion qui sert simplement à interpréter, ou une notion qui est plus ambitieuse, qui prétend décrire un mécanisme causal qui rend compte des comportements des animaux? Alors, je vais résumer très très rapidement le débat,
Hein, nous ne pouvons pas rentrer dans ce débat qui fait rage déjà depuis 30 ans. L'idée d'interpréter les comportements avec des représentations ne nous apporte rien sur la compréhension des comportements eux-mêmes. Hein, c'est simplement un point de vue herméneutique, utile à l'homme, mais qui n'explique en rien, du point de vue de l'animal, comment les choses se passent. D'autre part, ce point de vue interprétatif ne nous donne aucune clé pour comprendre le comportement. Nous le comprenons simplement du point de vue de l'homme, si vous voulez, du point de vue anthropomorphique. Nous nous servons de nos catégories interprétatives pour comprendre, par exemple, qu'un animal cherche à faire ceci, cherche à faire cela. Mais vous voyez bien que se servir des mots, des concepts humains, pour rendre compte de circonstances évolutionnairement très différentes, dans lesquelles l'animal doit se débattre avec des problèmes qui nous sont totalement étrangers, vous voyez bien que ça ne peut pas être une démarche scientifiquement valide. Donc nous avons besoin d'une notion de représentation qui joue un rôle véritable dans le comportement. Nous avons à nous détacher d'une certaine façon de ce que nous voyons dans un comportement pour voir le monde du point de vue de l'animal. Donc nous retiendrons cette deuxième notion de représentation, la notion réaliste, si vous voulez, de représentation, dans laquelle elle joue effectivement un rôle causal dans le comportement. Alors qu'est-ce qui est donc, à quoi ressemble une représentation? Qu'est-ce que nous allons chercher? Eh bien nous allons chercher des structures matérielles, par exemple un ensemble de neurones et de synapses, qui portent une information utile à la vie d'un organisme. Alors, ça va dépendre de l'organisme en question. Hein. On ne peut pas préjuger de ce qui est important pour cet organisme. Il faut étudier ses conditions de survie pour voir comment il se reproduit, où il cherche sa nourriture, quels sont les problèmes auxquels il a à faire face. Et d'autre part, par représentation, on entend une structure matérielle qui a pour fonction de porter cette information. Alors, je ne vais pas entrer maintenant dans le débat conceptuel qui est très important de cette notion de fonction. Je laisse de côté, mais évidemment, ce n'est pas n'importe quel porteur d'information qui doit être retenu pour être représentation. Il faut qu'également cette structure ait la fonction de la porter, cette information. Alors, si on adopte ce point de vue sur la représentation, un ensemble de questions nouvelles se posent. Qu'est-ce qui fait qu'une structure matérielle, par exemple un ensemble de neurones interconnectés, devient une représentation? Comment une représentation est-elle liée à ce qu'elle représente? Quel est le type de genèse qui explique qu'une représentation se forme? Qu'est-ce qui fait qu'une représentation a tel ou tel contenu? Fait référence à l'objet X plutôt qu'à l'objet Y. Une représentation a-t-elle nécessairement une structure langagière? Bon, évidemment, vous devinez de ce que j'ai déjà dit qu'à cette dernière réponse, on doit répondre non. Mais pour les autres, eh bien, je vais essayer de vous orienter dans ces questions. Pourquoi se pose-t-elle donc maintenant? Eh bien, c'est que, du fait des progrès de la biologie évolutionniste, nous nous rendons compte que nous partageons l'essentiel de nos ressources génétiques avec d'autres primates. Ça, Proscience vous le montrera dans le détail. Et donc, nous ne voyons pas pourquoi nous devrions également ne pas partager nos capacités de pensée pour une très grande partie. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que la capacité de pensée langagière qui est la nôtre dépend d'une structure plus ancienne, qui est une structure de pensée non langagière ou pré-langagière, comme vous voudrez, et que nous partageons avec d'autres animaux. Donc je vais essayer avec vous de faire l'histoire de cette pensée avant le langage, histoire qui est intéressante non seulement pour comprendre les comportements animaux, mais pour comprendre nos propres comportements, parce que l'humain dépend dans sa pensée, non seulement des structures langagières, mais des autres qu'il a héritées et qu'il a en commun avec les autres animaux non langagiers. Alors, il y a ici une question préliminaire qui se pose, qui est de savoir comment entrer dans la question de l'esprit, de cet organe de représentation. Soit on part de la conscience, soit on part des états représentationnels. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Partir de la conscience, c'est partir du point de vue qui est celui d'un animal. Le point de vue de l'animal, l'expérience qu'il a du monde, c'est l'étudier donc d'une façon subjective, si vous voulez, mais en se projetant dans sa subjectivité. Donc ça paraît assez difficile, il faut sortir de soi, sortir de nos préconceptions humaines et voir le monde du point de vue d'un animal.
Alors, ceux qui ont défendu ce point de vue ont conclu très rapidement à l'incapacité de parvenir à cela. Hein, bien sûr, c'est très souhaitable d'être proche du vécu subjectif d'un animal, de comprendre le point de vue qui est le sien par rapport à son environnement. Et ça nous permet en plus cet avantage immense d'avoir une science qui reste en communication avec le sujet. Mais les animaux non langagiers, par définition, ne nous parlent pas, et donc leurs états de conscience nous restent totalement mystérieux. Hein, il y a un titre d'article très célèbre de Thomas Nagel qui est « À quoi cela semble-t-il d'être une chauve-souris ?» Comme vous savez, les chauves-souris s'orientent dans l'espace avec de l'écholocation, quelque chose que nous n'avons pas. Nous ne savons pas du tout à quoi ressemble l'expérience de l'écholocation. Nous n'avons qu'un vague analogue qui est l'audition. Mais à quoi ressemble d'avoir une image écholocative du monde, nous n'en avons pas la moindre idée. Et donc, les partisans de l'approche de l'esprit par la conscience sont très rapidement pris de court sur la manière de faire, et ils concluent que l'esprit, finalement, doit rester mystérieux. L'esprit animal, d'une part, parce que nous ne pouvons pas partager l'expérience des animaux, mais même l'esprit humain, parce que tant qu'on n'aura pas compris l'esprit animal, d'une certaine façon, l'esprit humain nous restera opaque. Nous n'aurons pas de point de comparaison pour comprendre d'où vient cet esprit. Donc vous voyez, le point de vue de la conscience est complètement bloqué. Hein, c'est le point de vue mystérianiste, le point de vue du mystère, et c'est un point de vue donc, qui conduit au scepticisme intégral concernant la possibilité de comprendre l'esprit. Alors, il y a une autre piste qui est l'argument représentationnel en faveur de la représentation, qui consiste à dire que la conscience, après tout, n'est pas ce qui est crucial pour l'esprit. Ce qui est crucial, c'est la structure de l'information qui vient à la conscience de temps en temps, ou qui d'ailleurs parfois ne vient pas à la conscience. Et donc c'est important de voir qu'il y a beaucoup de situations ordinaires dans lesquelles nous, humains, nous traitons de l'information et nous ne sommes absolument pas conscients de le faire. Et pourtant, notre cerveau travaille, notre cerveau fait quelque chose. Il utilise des représentations, mais il n'a pas conscience de le faire. Donc là, nous avons un levier, si vous voulez, pour sortir du problème, pour soulever cet obstacle. Nous voyons que la conscience, finalement, n'est pas cruciale. Nous pouvons nous servir des représentations, nous pouvons les objectiver, indépendamment du fait que nous les ressentions consciemment, que nous voyons l'effet que cela fait d'avoir ces représentations. Alors le cas chez l'humain qui est particulièrement intéressant, c'est celui de ce qu'on appelle la vision aveugle. C'est un terme évidemment très intéressant. Comment peut-on voir en étant aveugle? Eh bien, l'idée de vision aveugle, c'est précisément que dans certains cas de lésion du cortex occipital, le sujet a l'impression de ne rien voir, mais si on le force à agir, on lui dit « Prenez la bouteille, elle est devant vous, allez-y, prenez-la ». Le sujet dit « Mais enfin, vous êtes fou, je vois rien ». On dit « Si, allez-y, je vous assure ». Alors, il lance, il devine en quelque sorte, et en fait, il adapte ses doigts dès la lancée de son geste, il adapte ses doigts à la taille de la bouteille qu'il doit prendre et il dirige sa main exactement à l'emplacement requis. Donc il y a bien une forme de traitement de l'information qui est préservée chez ces sujets-là. Il y a beaucoup de cas de ce genre. Une forme de traitement de l'information, une forme d'usage des représentations non consciente. Donc ceci nous donne une sorte de justification pour dire que la conscience, certes, est très importante, hein, et en particulier dans le thème qui est celui de ce cycle nature et culture, la conscience est capitale pour comprendre, pour avoir un accès à la culture, mais la conscience n'est peut-être pas capitale pour comprendre ce que c'est que la représentation, quelle est son origine, quelle est son évolution. Donc je vais adopter le point de vue que j'appelle légitimiste, qui est anti-mystérianiste, qui consiste à dire que l'esprit est essentiellement le pouvoir de former des représentations sur le monde, et non pas essentiellement le pouvoir de former des pensées conscientes sur le monde, et qu'il est en principe possible d'identifier les états représentationnels des animaux quand ils en ont, l'état des neurones covariant avec des stimuli du monde extérieur. Donc je vais faire maintenant, après cette introduction de méthode,
où je vous ai expliqué pourquoi je pense légitime d'étudier les représentations de l'animal, même s'ils ne peuvent pas nous faire part de leur expérience. Je vais maintenant vous proposer une sorte d'exercice de catégorisation. Je vais regarder les différentes variétés de représentation. Le concept de représentation est un concept très technique. Je ne vais pas m'embarquer dans une présentation technique du concept. J'ai pensé plus accessible de vous présenter plusieurs types qui suivent, si vous voulez, un petit peu l'évolution des espèces animales. Alors, évidemment, encore un point de méthode. Les besoins, les univers des animaux sont d'une extraordinaire variété. Et donc, il serait abusif de conclure de ce que je raconte que les animaux ont en gros les mêmes types de représentations. Vous allez voir que les classes que je définis sont des classes très vastes. J'essaye de trouver les points les plus généraux qui permettent un peu de s'y retrouver, mais évidemment, il ne s'agit pas de conclure de façon trop rigide du fait qu'un animal a telle représentation qu'alors toute une classe d'autres animaux qui ressemblent vaguement à cet animal ont les mêmes. Nous allons voir que les choses sont extrêmement contraintes par les nécessités de l'adaptation. Alors le degré 0, là où il n'y a pas de représentation, eh bien, c'est lorsque des dispositifs ont été sélectionnés par l'évolution parce qu'ils maintiennent le couplage avec l'environnement d'une façon qui marchait, mais sans stockage de l'information. Vous connaissez le thermostat, l'ustensile qui est présent dans vos chaudières. Eh bien, le thermostat ne se sert pas d'information. Le thermostat se contente d'utiliser les propriétés physiques de la contraction du métal pour covarier avec la température requise. C'est tout. Donc là, l'information ne joue strictement aucun rôle causal. Eh bien, il y a un certain nombre de dispositifs dans la nature du même genre, des dispositifs qui utilisent simplement des propriétés physiques de l'environnement, l'impact physique de l'environnement sur des neurones pour que se déclenche automatiquement un certain type de comportement. Par exemple, les neurones olfactifs de l'escargot le tirent en quelque sorte vers les comestibles qui lui conviennent. Ces neurones tactiles activent automatiquement la rétraction des cornes en cas d'obstacle. Il n'y a pas de communication entre ces réflexes et ce sont des dispositifs qui sont, en tant que l'information ne joue pas de rôle causal, ils sont rigides. Nous allons voir que l'une des clés de la notion de représentation, c'est précisément la flexibilité. Tant qu'on est dans le rigide, on n'est pas dans la représentation. La représentation, ça sert à casser la rigidité, ça sert à s'adapter à quelque chose qui change dans l'environnement. Donc dans les environnements dans lesquels il n'y a pas de changement, dans lesquels c'est toujours les mêmes mécanismes qui vont servir à s'en sortir, en général, il n'y a pas de représentation non plus. Donc il y a deux facteurs qui vont jouer pour l'émergence des représentations, c'est la variété dans le milieu et la compétition pour les ressources. Quand vous avez des ressources abondantes et un milieu stable, eh bien l'évolution n'a pas à se fatiguer, si je peux dire, à sélectionner des représentations. Il faut qu'il y ait variation, et variation sur des périodes suffisamment longues pour que la sélection puisse s'opérer. Il faut qu'il y ait variation du milieu et il faut qu'il y ait compétition dans les ressources pour qu'alors se passe beaucoup de brassage, de mutations et que soit retenu quelque chose comme des représentations. Donc, il faut que les réflexes deviennent modifiables pour que apparaissent les premières formes de représentation. Je les appelle les proto-représentations, simplement parce que ce sont les premières. Et pour les différencier des véritables représentations, nous allons voir tout à l'heure pourquoi. Alors, je vais commencer par un exemple, parce que les exemples, c'est toujours plus parlant que de parler dans l'abstrait. C'est le cas de l'aplysie. L'aplysie manifeste une forme de proto-représentation que je vais appeler les proto-représentations intensives. Vous allez voir pourquoi. L'aplysie, c'est un mollusque qui vit entre autres en baie d'Arcachon, saisonnièrement. Mais elle vit aussi dans d'autres contrées, vous allez voir en Californie. Et c'est un mollusque qui a de gros neurones et donc elle a été étudiée,
tout à fait du fait simplement qu'elle a de gros neurones, elle a pu être facilement étudiée par les neurobiologistes depuis une vingtaine d'années. En voilà une photo. Celle-là, c'est Aplysia dactylomela. En voilà une autre. Celle-là, c'est Aplysia californica. Donc, vous voyez en gros à quoi ça ressemble. Alors, elle possède des organes respiratoires, des branchies, qui sont situés dans un manteau. Et à l'extrémité du manteau, il y a un organe sensoriel qui est le siphon. Lorsque le siphon reçoit une stimulation tactile, les organes respiratoires se retirent sous le manteau. C'est un réflexe de défense. Hein. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'ont montré Hawkins et Kandel, deux neurophysiologistes qui ont étudié les neurones de cet animal dans le détail. Ils ont montré que ce réflexe de défense pouvait être modifié par apprentissage. Et la modification peut aller en deux sens, comme d'ailleurs chez les autres animaux. Si un stimulus tactile de faible intensité est appliqué sur le siphon de façon répétée, l'aplysie finit par ignorer la stimulation et laisser son siphon exposé au lieu de le rentrer sous son manteau. Donc c'est ce qu'on appelle de l'habituation. Elle ne prend plus elle s'est rendue compte, enfin là j'anthropomorphise complètement, elle se rend compte que ça n'est pas dangereux et donc elle cesse de prendre la peine de rentrer son siphon. C'est l'habituation. Inversement, si un stimulus tactile de forte intensité est appliqué sur son siphon, elle apprend à le replier plus vite pour des stimuli plus faibles. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation. C'est un phénomène que nous avons, nous aussi, humains. Nous avons aussi la possibilité de nous habituer et de nous sensibiliser. Donc ce qui est important, et c'est pour ça que le travail d'Hawkins et Kandel est devenu extrêmement célèbre, c'est qu'ils ont montré qu'un invertébré est capable d'être conditionné comme les vertébrés. C'est la première fois qu'on montrait qu'un invertébré peut être conditionné. Or, deuxième point, ce qui est très important aussi, c'est que les mécanismes neuronaux qui permettent à l'aplysie de manifester cet apprentissage, d'être sensibilisé ou de s'habituer, eh bien, ce sont les mêmes que ceux qui interviennent dans les formes plus complexes de conditionnement, comme le conditionnement pavlovien. C'est en fait un changement des neurotransmetteurs à un certain emplacement des neurones sensoriels, qu'on appelle les canaux calcium. C'est ce changement de neurotransmetteurs qui semble responsable de la capacité de l'animal à effectuer ces apprentissages. Et Hawkins et Kandel parlent d'ailleurs d'alphabet des pensées. Donc vous voyez, ils ont déjà eu ce thème de la pensée en tête en disant que chez l'aplysie, on avait la première manifestation d'un alphabet des pensées, c'est-à-dire d'une capacité d'apprendre. Donc, pour résumer ce qu'est une proto-représentation, on dira que dès que le réflexe est aménagé selon les circonstances, eh bien, il y a proto-représentation, parce que l'histoire des relations entre l'organisme et le milieu est stockée dans les neurones. Hein. Selon la manière dont on présente les stimuli, eh bien, l'animal va évoluer vers un apprentissage ou vers un autre. Il va être sensibilisé ou il va s'habituer. Donc, il y a bien de l'histoire qui est, en quelque sorte, retenue par le système nerveux de l'aplysie et qui va lui permettre d'interagir avec son environnement d'une façon qui est plus efficace. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette proto-représentation, elle est intensive. Elle est intensive parce que ce qui est mémorisé, c'est non pas un état de choses précis, des objets, des événements, c'est simplement un gradient d'intensité. C'est ça, c'est cette différence d'intensité vers le plus ou vers le moins qui est utilisée dans la représentation. Et donc, proto-représenter est très limité dans ses prétentions, si je peux dire. Il s'agit d'extraire et de traiter une information uniquement portant sur des niveaux d'intensité, dans un registre extrêmement déterminé. Alors, c'était mon premier cas d'usage et représentation. Maintenant, je vais passer à un cas
qui est un tout petit peu plus évolué, mais il faut se méfier. Quand je dis plus évolué, les biologistes hurlent parce qu'ils détestent qu'on établisse une relation de moins bien à mieux, simplement parce qu'on progresse, entre guillemets, sur l'échelle phylogénétique. Et en effet, ce qu'il faut considérer, c'est non pas la nature, la nature apparemment humaine d'une adaptation, c'est de voir les rapports de cette adaptation avec les circonstances dans lesquelles l'animal doit se reproduire. Alors le cas de l'araignée est intéressant parce que c'est vraiment un animal qui est très loin de nous, n'est-ce pas? Nous avons ici l'Argium bruinicki. Et la question se pose, les araignées pensent-elles? L'araignée peut catégoriser ses entrées perceptives, nous allons le voir. Elle peut le faire donc d'une façon qui est différente de la plisie, puisque nous avons vu que la plisie ne pouvait pas aller au-delà des intensités. Elle utilise les intensités, les gradients d'intensité pour savoir comment agir. Mais les araignées font mieux, elles parviennent à catégoriser les entrées perceptives, c'est-à-dire leur perception, pour agir conformément à ce qui est perçu. Donc elles vont utiliser des indices afin de déclencher une action qui est conforme à ce qu'il y a dans la nature. Par exemple, comme vous savez, les araignées tissent des toiles dans lesquelles elles prennent des insectes. Elles vont donc être capables d'analyser la nature des vibrations qui se produisent dans la toile, comparer ces vibrations avec un ensemble de modèles internes mémorisés pour avoir une action adaptée. Donc elles ne se comportent pas de la même façon selon qu'il s'agit d'un animal important. Dans ce cas-là, elles vont sectionner la toile pour le laisser s'échapper, parce que ce n'est pas mangeable. Quand c'est un petit animal tout petit, elles vont également y aller tranquillement. Quand c'est un animal plus gros avec lequel elles doivent se colter, effectuer des piqûres de poison, eh bien, c'est encore une autre façon d'attaquer. Donc, il y a une action adaptée qui dépend de la capacité initiale de catégoriser de la nature des vibrations qui sont produites dans la toile. En outre, quand il y a plusieurs prises, on sait que l'araignée est capable de mémoriser la position de chaque prise sur la toile par rapport à elle. Alors évidemment, nous avons là quelque chose qui est tout de même déjà remarquable, qui est de catégoriser et d'associer des traits, des fréquences vibratoires, des emplacements sur la toile, et je n'en ai pas parlé aussi, mais des odeurs. Elles sont aussi capables de catégoriser leur proie par odeur. Mais je vais essayer de vous convaincre que, malgré tout, les araignées ne forment pas de représentation d'objets. Elles sont confinées dans les propriétés. Hein. Je vais vous expliquer exactement quelles sont mes raisons de dire cela. Elle ne fait pas référence à un monde extérieur qui serait pensé comme extérieur. Elles ont un rapport que je dirais immergé à leur univers. Alors nous avons là le tableau de l'opposition entre la proto-représentation immergée et la représentation détachée. L'araignée est du côté encore d'une représentation qui est immergée, qui est centrée sur la réactivité de l'organisme, qui en est le porteur. Elle a évidemment, cet organisme a des besoins, il a des progrès moteurs innés, il a même des émotions. Et simplement, il déclenche automatiquement une façon d'agir lorsqu'il perçoit un certain type d'indice. Mais il ne s'élève pas, si je peux dire, au-dessus de l'indice pour comprendre qu'il s'agit d'un objet qui est porteur de propriété. D'accord? Donc il agit sur la base d'un indice, d'une façon adaptée, mais il ne, vraisemblablement, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure, il ne stocke pas, comme d'autres animaux et dont les hommes, il ne stocke pas l'idée que eh bien, tel objet, par exemple là pour l'araignée, on pourrait penser qu'elle s'est dit tiens, ou l'équivalent de tiens, j'ai un moustique, ou tiens, j'ai une mouche. Non, non. Ce que l'araignée peut se représenter, c'est une qualité avec l'action appropriée qui va avec cette qualité. Et quand je dis représenter, naturellement, il s'agit de quelque chose qui n'est pas nécessairement conscient.
hein, on abordera peut-être la question dans la discussion, je ne parlerai pas de conscience, conformément à mon point de vue légitimiste que je vous expliquais tout à l'heure. Alors la représentation véritable, celle qui est intéressante pour des raisons sur lesquelles je vais revenir, c'est celle qui fait référence à un objet. Cet objet étant pris indépendamment des propriétés qu'il peut présenter à un moment donné. Si on a ce type de représentation, alors je dis qu'il s'agit d'une représentation détachée. La pensée rationnelle, alors j'aime pas le mot rationnel parce qu'il prête beaucoup à confusion, mais enfin, il faut bien que je marque une différence entre ce stade de la pensée et puis ce qu'on trouve chez la Plisie ou chez l'araignée, passe par des représentations détachées, et ça pour deux raisons. D'abord, c'est que la pensée suppose la rectification, la possibilité de rectifier les erreurs. Et il n'y a accès, d'autre part, on a accès à la vérité et à la fausseté que si l'on se représente qu'un objet a telle ou telle propriété. Prenons par exemple l'araignée, qui n'a pas cette capacité de se détacher. Elle sent une odeur, elle fait une action qui va avec. Ou elle perçoit qu'un animal important est là, elle va faire le découpage de la toile qui s'impose. Mais il n'y a pas de moment qui correspond à un jugement, disant « il y a ça, il y a ça ». Il y a simplement une association entre un indice et un comportement. Pour qu'il y ait pensée rationnelle, il faut que l'animal ait la capacité au moins pratique de se représenter le monde comme ayant un certain type de propriété. Et cela, ça suppose une pensée détachée. La deuxième raison qui fait que la pensée rationnelle passe par le détachement, c'est la généralisation. Il faut pouvoir, pour penser de façon plus ample, appliquer un concept à des objets qu'on n'a jamais vus encore. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand on apprend, par exemple, la catégorie proie, hein, supposez que je sois une chouette, nous allons revenir à la chouette tout à l'heure, j'ai appris que les petites musaraignes sont mangeables. Je dois savoir si les mulots aussi font partie de la catégorie de ma proie. Est-ce que c'est quelque chose de bien pour moi? Si je suis une jeune chouette, je dois apprendre à généraliser mon concept de proie à de nouveaux objets, à des choses qui n'ont pas exactement la même forme, etc. Donc je dois avoir cette possibilité pour généraliser, d'identifier des objets comme ayant un certain type de rapport avec des modèle interne de l'univers. Et enfin, cette généralisation demande aussi que je puisse combiner les choses que j'ai déjà acquises. Et pour combiner, eh bien, il faut avoir la représentation d'un porteur qui a des propriétés ou qui en manque. Il faut que je me représente la propriété, par exemple, d'une proie qui est jeune, en bonne santé, versus jeune et malade, par exemple. Ce n'est pas sûr que ce soit recommandé pour moi de me jeter sur une proie malade. Bon, évidemment, là, je simplifie outrageusement et j'utilise les termes humains et anthropomorphiques pour vous faire comprendre ce que je veux dire, mais vous faites vous-même les rectifications. Alors, maintenant, comment savoir si un animal accède ou non à une représentation détachée? Alors, il y a deux méthodes, ou bien on analyse ses comportements pour voir s'il manifeste une capacité de révision d'erreurs et de généralisation. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle n'est pas infaillible parce que l'évolution a sélectionné des mécanismes aveugles qui nous trompent complètement. C'est-à-dire qui paraissent manifester des capacités de révision et de généralisation, lors même que l'animal n'en a pas du tout. Donc c'est une méthode, cette méthode des comportements qui nous a abondamment induit en erreur, en particulier en primatologie. On a prêté aux primates non humains des capacités qui paraissaient présentes parce qu'elles étaient étonnamment similaires à celles des hommes, et puis on se rend compte aujourd'hui que ces capacités, en fait, ne sont pas du tout liées à la maîtrise des concepts en question, mais sont des mécanismes aveugles. Alors la deuxième méthode est d'examiner les systèmes neuronaux. Et c'est la méthode qui m'a paru intéressante à suivre en raisonnant de la manière suivante. C'est un raisonnement extrêmement simple, tout le monde aurait pu l'avoir. Pour qu'un animal puisse représenter des objets indépendants, il faut qu'il puisse faire correspondre à une même région de l'espace plusieurs propriétés, tout simplement.
Si vous voyez cette bouteille ici, pour savoir que c'est une bouteille et qu'elle a des propriétés de reflet de la lumière, couleur, certains poids, certains aspects tactiles, il faut que vous puissiez mettre toutes ces propriétés ensemble en disant tout ça, ça appartient à ce machin-là qui est là. Donc il faut que vous ayez la possibilité d'associer à une certaine portion de l'espace, ce qu'on appelle l'objet, des propriétés diverses, des saveurs, des aspects visuels, auditifs, tactiles, etc. Eh bien ça, cette capacité de mettre ensemble toutes ces propriétés venant de modalités perceptives différentes, ça peut se tester très facilement. Et nous allons le voir sur le cas de la chouette effraie. Tito Alba. Voici une chouette en train de chasser. Voyons ce qui se passe lorsque cette chouette est face à une petite proie. Nous avons d'une part, évidemment, c'est pas l'échelle, je sais, c'est pas l'échelle. J'ai déjà eu beaucoup de mal de tenir ce lapin. Ça aurait dû être un rat, mais j'en ai pas trouvé. Alors, nous avons ici deux modalités principalement qui interviennent. Nous avons la vision. La chouette a une vision qui, en fait, a des caractéristiques proches de la vision humaine, sauf que sa tête tourne autour de son cou d'une façon, évidemment, dont nous sommes incapables, mais la structure neuronale de la vision est très bien connue, a été très étudiée récemment, et elle correspond de façon très frappante avec la structure de notre cortex. Donc le toit optique de la chouette et le cortex visuel humain sont vraiment très analogues. Ce qui d'ailleurs nous renseigne beaucoup sur la structure visuelle, sur la structure anatomique de la vision chez l'homme. Donc nous avons ici deux caractéristiques qui interviennent. Nous avons l'audition, qui vient du fait que la proie ici, elle fait quelque chose, elle bouge un peu. Donc l'animal entend et entendant, il se sert de ses deux oreilles. Et le décalage du son entre les deux oreilles renseigne l'animal sur l'exact endroit où se trouve la proie. Mais au moment où il fait cela, il voit également la proie. Donc il y a un échange qui se fait d'informations entre sa vision et son audition. Et cet échange est tel que l'animal doit pouvoir extraire un invariant. Les structures visuelles et les structures auditives doivent partager le même jugement sur l'endroit où se trouve la proie. Donc, pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait une communication de l'information spatiale entre les neurones de la vision et de l'audition. Eh bien, ces neurones existent, ce sont des neurones bimodaux. Ce sont des neurones qui réagissent aussi bien lorsque l'animal entend que lorsqu'il voit. Et pour montrer l'existence de ces neurones et comment ils fonctionnent, nous avons le travail remarquable de Knudsen depuis les années 80, qui s'est poursuivi depuis par d'autres travaux, par lui-même et par d'autres. Knudsen a eu l'idée de boucher l'oreille d'une jeune chouette effraie, ce qui perturbe évidemment la correspondance entre la représentation du stimulus visuel et la représentation du stimulus sonore, qu'on appelle équilocal, parce qu'il s'agit du même endroit. Eh bien, très peu de temps après avoir fait cette opération, nous avons une restauration de la congruence spatiale par réalignement de la carte auditive sur la carte visuelle. Et ça, on peut le faire parce qu'on peut sacrifier les animaux et donc on peut voir exactement ce qui s'est passé dans leurs neurones. Eh bien, il y a un réalignement, c'est-à-dire que sur la base de l'information visuelle, leur carte auditive s'est transformée, elle a bougé pour se recadrer sur l'information spatiale donnée par la vision. Alors, la recalibration s'exerce lorsqu'il y a un désaccord entre deux modalités sensorielles sur le lieu. Par exemple, il faut qu'il y ait un angle qui ne dépasse pas 15 à 20 degrés. Il ne s'agit pas de recalibrer inconsidérément. Donc la nature, d'une certaine façon, a sélectionné un angle. Elle a sélectionné un espace temporel, c'est-à-dire qu'il faut que l'expérience visuelle
et l'expérience auditive ou une autre expérience, parce qu'on peut recalibrer évidemment en fonction des sens que l'on a dans la nature. Il y en a beaucoup, on a parlé d'écholocation tout à l'heure, mais il y a le sens électrique, par exemple chez les requins, etc. Et tout ça se prête à une recalibration. Il faut qu'il y ait un espace temporel qui évolue entre 100 et 1500 millisecondes. Il faut qu'une source sensorielle domine les autres, mais cela, de manière générale, c'est le visuel, mais pas nécessairement. Et enfin, ce qu'on sait, c'est que la recalibration se fait de façon automatique et ne suppose aucune connaissance particulière de l'environnement. Donc nous avons là vraiment quelque chose qui est très intéressant pour comprendre d'où vient la pensée détachée. Sans cela, on est sûr que la pensée détachée est impossible. Parce que sans cela, un animal ne pourra pas mettre ensemble les différentes propriétés d'un objet. S'il ne peut pas mettre ensemble ses propriétés dans un même espace, il a une vision kaléidoscopique du monde, mais il n'a pas une représentation par objet. Donc il ne mémorise pas les choses en vertu des objets qu'il a perçus. Donc ce mécanisme de recalibration, il existe chez les oiseaux, les reptiles et les mammifères. Donc nous avons là des raisons de penser, ce n'est pas une démonstration évidemment logique, mais nous avons des raisons de penser que les oiseaux, les reptiles et les mammifères sont capables de penser détachée. Alors, les animaux capables de cela, eh bien, ils peuvent catégoriser donc le monde en objets et en événements qui affectent ces objets, tandis que ceux qui en sont dépourvus, eh bien, ils catégorisent des propriétés étroitement circonscrites par leurs besoins présents. Donc j'en viens à la conclusion de ces réflexions. À quoi pensent les animaux? Alors, ils pensent évidemment pour agir, et pour agir immédiatement ou à court terme. La différence avec l'homme, c'est que l'homme est capable d'agir à moyen et à long terme aussi. Or, ce qui paraît faire la différence, et n'oubliez pas que cette différence, elle est dictée par les conditions de survie. C'est l'homme qui a besoin d'avoir une mémoire à long terme. Les animaux dont nous parlons, là, aujourd'hui, la chouette effraie, etc., n'a pas besoin d'avoir une mémoire à long terme. Elle n'a pas de culture, justement, à préserver. Ce qui, probablement, permet à l'homme d'avoir cette capacité de planifier à long terme, c'est précisément la maîtrise d'un langage extérieur. Un langage extérieur permet de garder des traces matérielles que le cerveau n'a pas à garder en permanence parce que ces traces sont laissées dans le monde extérieur sous forme de signes variés, d'écriture ou de rituels ou de monuments. Ces rituels, ces monuments, ce sont des signes qui permettent au cerveau, si vous voulez, de retrouver ces marques sans avoir à conserver en permanence l'activité neuronale qui lui permettrait de les retrouver. Ça dépose dans l'univers du cerveau, si vous voulez. Les rituels, etc., c'est du cerveau à l'état solidifié qui permet ensuite à l'organisme de vaquer à ses occupations sans avoir à faire un effort cognitif supplémentaire. Donc là, le fait d'avoir un langage externe, des rituels, des manières de procéder qui sont partagées par un groupe et qui se reflètent dans l'environnement physique, tout cela, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas à la portée d'un animal non langagier. Les représentations que nous avons examinées, qui sont la manière dont les animaux pensent, elles sont destinées à permettre l'action qui convient dans l'espèce considérée. Donc, en général, trouver de la nourriture, s'accoupler, défendre son territoire physique et, dans le cas des espèces sociales, établir et défendre son rang social. Donc tout ça, évidemment, donne lieu à des représentations. Donc par exemple, chez les primates non humains, les animaux possèdent des représentations très précises du rang social. Bien sûr, ils n'ont pas les mots pour le dire, mais ils ont les représentations qui leur permettent de s'orienter socialement, de savoir qui est le dominant, qui est le dominé, qui est avec qui est le fils de qui est la fille de qui est la cousine de qui. Tout cela, eh bien, les primates sont capables, en tout cas les grands primates, sont capables de se le représenter sans pourtant avoir les mots du langage pour le faire.
Ces représentations sont d'autant plus nécessaires, je vous l'avais dit au début de ce papier, que l'environnement est plus changeant et qu'il y a compétition sur les ressources. Donc nous voyons effectivement que c'est les animaux dont la niche écologique est soumise à variation, est soumise à compétition, ce sont ces animaux dans lesquels se dégagent des représentations qui vont devenir progressivement de plus en plus complexes. En effet, nous en reparlerons la prochaine fois, ce qui se déclenche lorsqu'un animal a des représentations et qu'il est en compétition et que son univers est changeant, ce qui se déclenche, c'est ce qu'on appelle une course aux armements. C'est-à-dire que c'est au plus malin, c'est le plus malin qui va gagner les ressources. Et donc ça constitue une pression sélective qui va permettre l'émergence de nouvelles manières d'exploiter les représentations. Par exemple, de tromper les congénères ou de tromper surtout les prédateurs ou les proies pour tirer parti du fait que ces prédateurs, ces proies, ces congénères ont des représentations, qu'on va pouvoir les manipuler justement dans leur capacité représentationnelle. Et ceci s'applique évidemment surtout à l'homme, qui est passé maître dans la capacité de tromper autrui en manipulant les représentations d'autrui. Alors ce que l'on peut dire aussi sur la base de ces brèves considérations, c'est que les animaux non langagiers peuvent stocker des représentations. Qu'est-ce que c'est que ces représentations? Ce sont des images, ce sont des instantanés, si vous voulez, des situations critiques. Je dis ça de façon très spéculative, bien sûr, mais ça n'est pas entièrement spéculatif. Il y a là-dessous des hypothèses empiriques qui sont liées à des travaux sur ce qu'on appelle la mémoire de travail. Chez l'homme, la mémoire de travail, c'est ce qui nous permet de nous organiser lorsque nous avons une tâche à exécuter. Visiblement, quelle que soit la tâche, qu'on soit un homme ou qu'on soit un mammifère ou qu'on soit un oiseau, par exemple, dès qu'on a une tâche à exécuter, eh bien, on est obligé de se représenter les étapes à suivre pour exécuter cette tâche. Or, il est intéressant de voir comment fait un homme. Comment fait un homme? Eh bien, il se représente langagièrement, enfin par le langage, les étapes, ou au moins il a quelques sous-buts qui sont représentés par des mots, tourner à gauche, ensuite à droite, ensuite je descends les escaliers, et puis j'ouvre la porte. Hein, en gros, voilà une façon de se retrouver dans un itinéraire. Comment fait un animal? Eh bien, il n'a pas, certes, les mots, mais il a une représentation séquentielle des différentes images qu'il doit s'attendre à trouver. Je vais d'abord trouver telle forme, et puis je vais trouver telle forme, etc. Là, nous savons que, par exemple, les guêpes sont capables de cela, je vais y venir dans un instant, elles sont capables de repérer des formes, et pourtant elles n'ont pas encore de pensée détachée. Donc, il est quasiment certain que là, le format de la pensée, c'est des patterns, hein, ce sont des configurations d'objets ou des configurations spatiales remarquables qui sont mémorisées et qui sont séquentialisées dans la mesure où cette séquentialisation de patterns correspond à des actions utiles. Alors, exemple de choses que l'animal est capable de faire, l'animal non langagier. Le cas du jet me paraît le plus extraordinaire. Le jet peut se rappeler où et quand il a caché ses glands ou d'autres proies, puisqu'il peut aussi cacher des proies qu'il a capturées, des insectes. Il peut se rappeler où et quand il les a cachés, et cela jusqu'à 2000 d'entre eux. Et il peut se rappeler, en outre, s'il a été observé par un congénère quand il remplissait une cache, et recaché si nécessaire. C'est-à-dire, alors ça c'est vraiment extraordinaire. Je dois dire que c'est un travail qui est actuellement en train de... enfin, il vient juste d'être publié et il attire l'attention de tout le monde parce qu'on se demande comment cet animal, qui n'a pas de concepts mentaux du tout, comment cet animal est capable de comprendre le rôle que joue l'observation de son action de cachet
pour d'éventuelles manœuvres de vol. Eh bien, ce jet, donc, est capable de penser d'une façon remarquable et d'une façon qui implique déjà du moyen terme, hein, dans la mesure où il est capable de mettre en rapport la présence d'un congénère avec une action future, une action qui n'est pas sur le point de se déclencher tout de suite, mais qui va affecter évidemment la réussite de son action. En revanche, nous avons un bon contre-exemple du jet, c'est la guêpe amophile qui a été décrite par Nico Tinbergen. La guêpe amophile construit des petits terriers dans lesquels elle pond des œufs, et ensuite, lorsque les larves se développent, eh bien, il faut qu'elle apporte aux larves la nourriture qui leur convient. Mais les larves ont un âge différent parce qu'elles n'ont pas été pondues exactement au même moment. Et donc, il faut donner à chaque larve la nourriture qui convient à son âge. Comment fait la guêpe amophile? Eh bien, à l'inverse du jet, la guêpe amophile ne se rappelle absolument pas de ce qu'il y a dans chaque terrier. La guêpe amophile est obligée, pour apporter la nourriture qui convient, d'ouvrir le terrier, de regarder ce qu'il y a dedans, refermer, aller chercher la nourriture et revenir nourrir sa larve. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout économique. C'est pas du tout économique, mais enfin, c'est tout de même un dispositif qui marche hein, sur au fil de l'évolution. Mais évidemment, le jet fait beaucoup mieux, puisqu'il n'a pas à visiter ce qu'il y a, il mémorise ce qu'il a, mais ça, c'est la propriété de la pensée détachée. L'amophile, la guêpe amophile, n'a pas de pensée détachée, elle a une pensée immergée, elle a besoin d'être confrontée au trait de l'expérience, hein, elle a besoin de voir ou de sentir ce qu'il y a à voir ou à sentir pour déclencher l'activité. Elle ne peut pas stocker en mémoire ce qu'elle a fait pour s'en resservir ultérieurement. Oh, même pas. Donc, pour conclure, je vous avais parlé tout à l'heure très brièvement de la théorie des animaux-machines de Descartes. Descartes avait tort, je le dis, peut-être j'espère que je ne choquerai pas les philosophes qui sont dans la salle, mais il avait tort de penser qu'il y avait cette coupure radicale entre l'homme et l'animal en ce qui concerne la pensée. Hein. Il n'y a pas de gouffre radical. Ah ben ça alors, la photo n'est pas sortie. Ça alors, oh je regrette beaucoup, là. Il y a un transfert. Alors là, ce que j'avais sur cette photo, c'était extraordinaire, ça vous aurait certainement beaucoup plu. Il y avait un montage de photos où on voyait Bush, George Bush, et un primate qui faisait exactement la même mimique émotionnelle. Mais là, il y a eu quelqu'un qui est venu, qui a supprimé les photos, considéré que ce n'était pas politiquement correct. Donc vous n'aurez pas les photos, malheureusement. Bon, si ceux d'entre vous qui sont intéressés, vous pourrez les voir sur l'autre ordinateur à la fin de cette conférence. Donc oui, cette photo, cet ensemble, ce montage de photos était censé vous montrer à quel point il y a une correspondance dans les mimiques émotionnelles chez l'homme et chez les autres primates. Hein. En fait, Darwin a un livre célèbre sur l'émotion où il montre que ces émotions se ressemblent en fait non seulement avec le primate, mais même avec les autres mammifères. Hein. Vous voyez chez le chien, par exemple, des expressions émotionnelles que vous déchiffrez sans aucune difficulté. Et ce sont des expressions émotionnelles qui sont effectivement les mêmes. Ce sont les mêmes. Mais il y a des différences malgré tout. Et je voudrais terminer en parlant de modularité. Qu'est-ce que c'est que la modularité? Alors c'est un terme très à la mode, vous l'avez peut-être déjà entendu, pour parler de l'esprit humain. Nous avons effectivement, nous aussi, des modules. Le module est un mécanisme qui est hyper spécialisé, automatique, de traitement de l'information. Alors on reconnaît un module au fait qu'il peut avoir des lésions sélectives. Hein, vous avez par exemple un problème de l'expression du langage. Vous pensez très bien, mais vous n'arrivez plus à produire. Ou bien
vous produisez très bien, mais vous n'arrivez plus à entendre le langage. Vous ne le comprenez plus à l'audition. Ou bien, vous avez un problème dans la simple vision des objets. Et puis, le reste va très bien. Donc, vous voyez, c'est ça un module, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Par exemple, l'audition, là, vous entendez du langage. Vous ne réfléchissez pas au moment où vous percevez les mots, vous associez immédiatement les idées à ce que vous entendez. Vous n'êtes pas en train de vous dire, mais que veut dire l'animal pense? Non, immédiatement, vous avez compris de quoi il s'agissait. Donc c'est ça un module, c'est quelque chose qui est un mécanisme spécialisé, automatique, et qui a des lésions spécifiques. Le module a une autre propriété très intéressante quand on s'intéresse à l'évolution de l'esprit, c'est qu'il ne traite qu'un seul type d'information. Il ne peut recevoir que celle-là, et pour les autres, eh bien, ça ne l'active pas du tout. Alors quand on regarde l'évolution de la pensée, on voit que la pensée va du plus modulaire au moins modulaire. C'est-à-dire qu'il y a encore de la modularité chez l'homme, mais quand on compare ce qui se passe chez l'homme et ce qui se passe dans les autres espèces, on voit que eh bien, les autres espèces sont beaucoup plus modulaires que l'homme. Alors pourquoi? Alors, il y a un premier facteur qui est que le langage pourrait avoir constitué un facteur de démodularisation, mais cette démodularisation par le langage ne suffit pas à tout expliquer. Et en fait, cette possibilité du langage pour influencer la modularité et en sortir en quelque sorte, tient à une autre chose qu'on appelle l'hétérochronie. Je vais vous en dire deux mots parce que je crois que c'est très intéressant. C'est un facteur qui tient à la programmation de l'apprentissage dans le génome. Vous savez que dans le génome humain, par exemple, nous sommes programmés pour apprendre telle chose à tel moment du développement. Eh bien, c'est grâce à la manière dont les apprentissages sont programmés dans le génome que nous sommes sortis de la modularité. Voyons ce qui se passe chez le singe, chez le petit singe. Chez le petit singe, bon, j'ai pris ABCD pour décrire des apprentissages quelconques, supposer par exemple qu'il s'agisse de l'apprentissage respectif, de la perception visuelle, de la manipulation des objets, de la réception des signaux communicationnels, etc. On voit que les apprentissages chez le petit singe, ils se succèdent en fonction du génome. Ils sont prévus pour se mettre bout à bout. Et donc, ils n'interfèrent pas entre eux, parce qu'il y a une propriété qui est donnée, qui est un fait, que les apprentissages qui ne se font pas en même temps ne s'influencent pas. Alors que chez l'homme, les apprentissages se recouvrent en partie et s'influencent entre eux. Et là, je m'inspire du travail de Jonas Langer. Vous voyez que c'est récent, les années 96, ce sont donc des idées qui sont encore en débat. Du fait que les apprentissages s'influencent entre eux, eh bien, nous avons là l'explication du fait que le langage nous permet de redécrire ce qui se passe dans les autres domaines modulaires et de reprendre tout ça à un niveau où nous pouvons faire communiquer les choses, combiner les informations, combiner les concepts et agir d'une manière qui est détachée des circonstances immédiates de l'action. Donc je crois que là, nous avons une des clés importantes de ce qui fait notre différence avec les autres animaux. Voilà, je vous remercie et donc maintenant j'attends vos questions bien entendu et vos réactions. Merci.